demande de recréer leur portrait de mariage. C'est prêt, on y va. Depuis 58 ans, Li travaille comme photographe itinérant dans la province de Fujian, dans le sud-est de la Chine. Il a parcouru des milliers de kilomètres, de village en village, toujours à pied, muni de l'appareil photo qui est presque aussi vieux que lui. Mais Li a encore un rêve à réaliser avant qu'il ne soit trop tard. Retourner dans la grande ville, revoir une dernière fois Shanghai. La femme de Li est au courant de son projet, mais n'a pas l'air très enthousiaste. Durant toute leur vie commune, Li était sans cesse sur la route, tandis qu'elle restait seule à la maison. Elle espérait qu'il se calmerait avec l'âge. Qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, il partira, quoi que je dise. Hélas, la soif de voyage de son mari est restée insatiable. La veille de son départ, Li est dans son grenier pour développer la photo qu'il a prise le matin. Sa grande passion pour la photographie remonte au jour où un soldat britannique lui a donné son appareil photo dans les années 40. Sa technique est d'une simplicité surprenante. Après avoir développé le négatif, il expose rapidement le positif à la lueur de la lune. En quelques minutes, l'heureux couple qu'il a vu à travers son objectif ce matin réapparaît sous ses yeux. Je me souviens encore très bien les avoir pris en photo à leur mariage. Les années ont passé, c'est tout. Avec l'âge, les pieds se fatiguent plus vite. Il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire encore de sa vie. 6 heures du matin. La dernière cigarette avant le départ. Shanghai, c'est la grande ville. C'est pour ça que j'ai toujours eu envie d'y retourner. C'est plein de vie et les gens sont vraiment différents d'ici. Li ne prend que le strict nécessaire avec lui, en plus de son appareil photo, bien sûr. Il ne s'en sépare jamais. Il dit rapidement au revoir à sa femme sans lui montrer ses émotions. Il ne veut pas lui rendre la situation plus difficile qu'elle n'est. Où est-ce que vous allez? À votre avis? À Shanghai, bien sûr. Li a du chemin devant lui. Il faut une bonne journée de marche pour descendre des montagnes où il vit jusqu'à la plaine en bas. Il atteint la première route pavée en fin d'après-midi. Il est temps de reposer ses pieds endoloris. Ces petits pousse-pousse à moteur servent de taxi dans la province. On peut les héler n'importe où sur la route. Posséder sa propre voiture est encore chose rare dans cette région. Sur la longue route qui le conduit à Shanghai, Li fait une première escale chez son meilleur ami Jiang, qui vit dans une maison traditionnelle Hakka, bâtisse ronde semblable à une forteresse et typique de la région. L'arrivée de Li coïncide avec une fête. La récolte de thé va bientôt être rentrée et dans la cour, on exécute la danse du tambour afin d'invoquer le beau temps.
Jiang a 83 ans, il vit ici depuis sa naissance. Il était cultivateur de thé, mais depuis qu'il a arrêté les travaux des champs, il trouve parfois le temps long. Les occasions de briser la routine comme aujourd'hui sont rares. C'est pourquoi Li veut emmener Jiang avec lui à Shanghai. Ils en ont rêvé si souvent, et Li est sûr que Jiang acceptera s'il le lui demande sérieusement. En outre, il y a plus d'un an qu'il s'est rendu pour la dernière fois dans la maison Aka, et son ami lui a manqué. Une cinquantaine de familles vivent ici. La cour intérieure est le centre des activités et le point de rencontre dans ces habitations. De riches marchands les ont fait construire voici plusieurs siècles afin de se protéger leurs clans et eux des voleurs et des pillards. Quand il était plus jeune, Li venait ici plus souvent. Mais avec l'âge, les visites sont devenues plus rares. Les deux hommes se sont connus sur les bancs de l'école. Cela fait maintenant plus de 60 ans qu'ils partagent les hauts et les bas de leur vie respective. Ils échangent d'abord en détail les dernières nouvelles des enfants et petits-enfants. Puis, Li en vient au fait. J'ai un projet. Je veux aller à Shanghai avec toi. J'y suis déjà allé une fois, tu sais, il y a de nombreuses années. Oui. Et puis les voyages, ça vous requinque un homme. Si tu es vraiment sérieux, nous devrions saisir l'occasion. Et tu penses vraiment que c'est une belle ville? Ah oui, vraiment. Shanghai est une ville complètement plate, contrairement à la campagne montagneuse par ici, complètement plate. Et à la tombée de la nuit, la ville s'illumine. C'est un océan de lumière, tout un monde de lumière. Nous ne vivrons plus bien longtemps, tu as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. Les deux hommes sont d'accord, mais ils doivent encore obtenir l'approbation des 4 fils de Jiang, sans quoi ce dernier ne pourra pas partir. En reprenant l'exploitation familiale, les fils sont devenus également responsables de leur père. Et c'est eux qui gèrent les finances, ce qui inclut l'argent dont Jiang a besoin pour le voyage. Li attend le moment propice pour plaider leur cause. J'aimerais aller à Shanghai avec votre père. Qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes vieux maintenant et nous pensons qu'il faut le faire tant qu'il en est encore temps. Je suis déjà allé à Shanghai et je peux m'occuper de lui. Je ne suis jamais allé à Shanghai et j'aimerais profiter de l'occasion. Je suis vieux et je sais que je n'irai jamais autrement. Tu pourrais tomber malade. Il fait plus froid là-bas. Et il y a tellement de voitures. Qu'est-ce que tu feras s'il t'arrive quelque chose? Nous nous connaissons depuis si longtemps. Et nous veillerons l'un sur l'autre. Vous avez tous ma parole. Si tu pouvais y aller en avion, ça ne poserait pas de problème. Mais c'est trop cher. Et les bus sont trop inconfortables. Nous avons tout notre temps. Nous voyagerons lentement. Mais tu ne parles que le dialecte d'ici, père. Comment comptes-tu te débrouiller à Shanghai? Je parle bien le mandarin. Je lui servirai d'interprète. Après quelques échanges, les fils cèdent et donnent leur accord. Nous comprenons que tu veuilles entreprendre un dernier grand voyage. Ellie est un peu plus jeune que toi. C'est d'accord si vous restez tout le temps ensemble. Et il faudra que tu nous appelles à ton arrivée. Je vais y aller aussi, moi. C'est le signe que Jiang est autorisé à partir. Wuhan, la grande ville la plus proche dans la province. À leur arrivée, le train pour Shanghai est déjà parti.
Ma foi, c'est un bon endroit. Il y a plein de places et plein de sièges. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de train pour Shanghai. Les deux hommes vont donc passer la nuit ici. Bon, eh bien, on va faire un tour en ville. Je ne suis jamais venu ici non plus. Hua'an est une ville provinciale tranquille. Pas de foule grouillante ici, et les rues se vident dès 21h. Jiang et Li essaient de tuer le temps dans un salon de thé près de la gare. Coco est à leur table. Elle aussi est bloquée ici jusqu'au prochain train demain matin. Elle vient de Shanghai et se rend dans sa ville natale. Nanchang, oui, j'y suis déjà allé. Coco a 19 ans. Elle se rend chez sa mère qui l'a confiée à une famille adoptive quand elle était bébé. Dernièrement, sa mère lui a écrit pour lui demander de venir la voir. Bien sûr qu'elle sera heureuse de vous voir. Une mère est toujours heureuse de revoir son enfant, quoi qu'il ait pu se passer entre vous. Si elle avait voulu de moi, elle serait venue me voir à l'époque où je vivais avec ma famille adoptive. Elle avait mon adresse, elle aurait pu être là quand j'avais besoin d'elle. Quel âge a votre mère maintenant? 37, 38 ans. Je ne sais même pas exactement. Je suis sûr que ça n'a pas été facile pour elle. Je connais cette région, c'est très pauvre. Elle a sans doute été obligée de vous donner. Pensez-y. Les deux hommes ne sont pas parvenus à apaiser les inquiétudes de Coco. Celle-ci continue néanmoins sa route. Cette fois, Li et Jiang arrivent à la gare à temps. D'ici, il n'y a pas de train direct pour Shanghai, mais ils en trouvent un qui va les conduire vers le nord. Nous changeons là-bas pour Shanghai. Oui, Shanghai. Nous avons encore 1 jour et demi de route. Vous allez voir votre mère. Et nous allons voir Shanghai. Au revoir. Regarde, ici les montagnes ne sont plus aussi hautes. Oui, mais c'est toujours aussi vert que dans notre région. Tandis que Jiang et Li approchent de Shanghai, Coco est assise dans son train, rongée par le doute. Elle est déjà allée voir sa mère une fois, il y a 3 ans. Mais elle est repartie brusquement après un bref premier contact. L'amertume qu'elle éprouvait du fait d'avoir été abandonnée était trop ancrée en elle. À présent, sa mère lui demande de lui redonner une chance. Quand vous êtes fatigué et que quelqu'un vous a fait mal, vous avez besoin d'une mère pour vous soutenir. Et vous avez besoin de savoir d'où vous venez. Je ne peux pas passer toute ma vie à errer sans savoir où est ma place. En fait, Ling Ling, la mère de Coco, n'a pas eu le choix. Elle a dû abandonner sa fille parce qu'elle était mineure et célibataire. Aujourd'hui encore, elle vit avec sa mère, la grand-mère de Coco. Il y a 3 ans, lorsque cette dernière est venue et repartie aussitôt, la grand-mère en a voulu à Ling Ling. Si elle vient cette fois, laisse-moi lui parler. Nous devons la convaincre de rester ici. Laisse-la d'abord arriver. On ne sait même pas quand elle sera là. Cette incertitude est assez dure à supporter comme ça.
Ling Ling a pu s'en sortir seule. Elle est devenue cuisinière et s'occupe des enfants d'un voisin. Quand Coco était encore petite, Ling Ling lui rendait visite en secret. Elle ne voulait pas la reprendre parce qu'elle savait que sa famille adoptive lui offrirait une vie meilleure. Elle finira peut-être par me comprendre quand elle sera plus âgée. Personne ne m'a aidée, pas même ma famille, parce que je l'ai eue sans être mariée. C'est comme ça que ça se passe dans ma famille. C'est comme ça que ça se passe ici. Depuis la première tentative de réconciliation il y a 3 ans, sa fille lui manque plus que jamais. Je me demande tout le temps où elle est et ce qu'elle fait. Je pense à elle chaque jour, chaque minute. Ling Ling a écrit à Coco pour lui demander de revenir parce qu'elle a maintenant assez d'économies pour créer son entreprise et offrir un toit à sa fille. Elle veut ouvrir un petit restaurant. Elle peut louer ce garage si elle veut. Il est vide depuis plusieurs mois. Presque tout est bon à jeter à la poubelle. J'espérais trouver plus de choses en état de marche, au moins un four. Je suis bonne cuisinière, c'est ce que les gens disent en tout cas. Et j'aime faire la cuisine. Quand mes clients apprécient vraiment un repas, ça me fait toujours plaisir. Ça me touche. Je fais la cuisine depuis de nombreuses années maintenant. Ling Ling espère remettre à neuf le garage avant l'arrivée de Coco. Jiang et Li approchent de leur but. Nous allons à Shanghai. Vous y êtes déjà allé? Non, jamais. Où est-ce que vous allez? Je vais jusqu'à la prochaine ville. Mais Shanghai, c'est bien plus intéressant. C'est une grande métropole avec des gratte-ciel modernes. Vous êtes encore jeune, vous devriez voir du pays. C'est vrai. Il est important que nous, les vieux, nous ne soyons pas les seuls à voir les changements en Chine. Les jeunes comme vous doivent savoir ce que l'avenir leur réserve. Je ne peux vraiment pas maintenant. Je dois travailler ce soir. Je chante dans un opéra avec une compagnie. C'est ma première apparition avec eux. Didi vient de terminer ses études au conservatoire de musique et il est un peu nerveux parce qu'il ne connaît pas encore la compagnie qu'il a engagée pour la tournée. Mais il dit à Jiang et à Li qu'ils sont les bienvenus s'ils veulent voir le spectacle. Fondée il y a 8 ans, la compagnie d'opéra que Didi va rejoindre est sans cesse sur la route. Ah Yong-soon, le chauve qui fume cigarette sur cigarette, en est le patron. Il a créé la troupe par passion de la musique, mais financièrement, c'est un combat de chaque instant. Hier, toutefois, le succès était au rendez-vous. Les chanteurs ont donc pu être payés et à présent, tout le monde est heureux. Je dois sans cesse me battre pour garder mes chanteurs, surtout ceux qui sont bons. Il y a toujours d'autres troupes qui essaient de les débaucher. Alors je dois en chercher de nouveaux ou les payer plus pour qu'ils restent. Cependant, l'interprète principale de Soon ne peut pas lui glisser si facilement entre les doigts. Elle est dans le camion qui les suit. Il s'agit de Shu Juan, la femme d'A Yong-soon. Elle se faisait une toute autre idée du bonheur conjugal et c'est pour cette raison qu'elle voyage rarement dans le bus avec lui. C'est une manière de protester en silence. Mon mari est un vrai macho. Quand nous nous sommes mariés, il m'a promis de ne pas créer de compagnie d'opéra. Et puis il a fait ce qu'il avait envie de faire, sans même m'en dire un mot. Je suis partie quelques jours après le mariage et à mon retour, la cuisine était remplie de costumes. J'ai failli tomber dans les pommes. Son mari n'a pas pu organiser de représentation officielle ce soir, mais il veut monter la scène sur la place du village et espère que tout se passera bien. Shu Juan n'aime pas ce genre de situation. C'est la commune et non le public qui doit payer le spectacle, ce qui crée sans cesse des conflits.
Personne n'était ici. Et personne ne savait que vous viendriez. Mais je viens avec de bonnes intentions. Nous jouerons gratuitement s'il le faut. C'est toujours la même chose avec vous. Vous devez nous consulter. Vous vous conduisez comme un enfant qui n'en fait qu'à sa tête. Le directeur de la compagnie donne l'ordre à son équipe de continuer à monter la scène et attend que les responsables locaux se calment. Sun sait que s'il respectait toujours les règles à la lettre, il n'irait pas bien loin dans ce métier. Didi, le garçon du bus, est fier de montrer son nouveau chez-soi, même s'il ne le connaît pas encore. C'est une grande troupe, et chaque soir, il faut s'adapter rapidement à un nouvel environnement. En coulisses, Shu Juan répète avec la jeune Binbu. Une chanteuse ne peut pas monter sur scène ce soir, et Binbu doit reprendre son rôle à la dernière minute, bien qu'elle ne l'ait encore jamais interprété. Ça se passera bien. Il faut simplement que tu chantes juste. Jiang cherche Li dont il a perdu la trace au milieu du tumulte. Binbu a fini de répéter, mais elle ne s'est pas calmée. J'ai tellement peur de me tromper et d'être la risée de tous. Je perdrais la face et ce serait très pénible. Bien que la représentation soit sur le point de commencer, le chef de la troupe prend le temps de saluer Jiang. Il a un profond respect pour son âge. J'ai déjà 83 ans. À la prochaine fête du printemps, j'en aurai 84. Ainsi, personne ne s'oppose à ce que Li prenne une photo de Jiang sur scène juste avant le lever du rideau. Tant qu'il y est, il en prend également une de toute la troupe. Au programme ce soir, un opéra comique, genre particulièrement populaire dans ces zones rurales. Il s'agit d'une œuvre burlesque dont l'intrigue complexe se déroule à la cour avec des bouffons et des luttes de pouvoir. Didi et Binbu sont sur le point de vivre un grand moment. Tu as le trac quand tu es sur scène? Je ne suis pas encore montée sur scène. Ce soir peut-être, oui. Justement, le moment où tu dois entrer en scène. J'essaie toujours de me détendre, de respirer bien profondément. Tu n'as qu'à essayer d'en faire autant. J'ai vraiment le trac. C'est ma première fois après tout. Le grand moment est arrivé. Le patron le rassure en disant qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Comme tout débutant, Didi joue un rôle muet, celui d'un serviteur du palais. Binbu entre en scène juste après lui. Elle joue l'empereur, un rôle masculin traditionnellement tenu par une femme dans cette pièce. Tout commence bien. Puis, c'est le trou de mémoire. Le salut vient des coulisses. Le directeur de la compagnie se maquille toujours en dernier avec sa femme. Cette compagnie d'opéra, c'est ce que j'ai toujours voulu depuis que je suis petit. Chaque soir à ses côtés, Shu Juan rêve d'une autre vie, d'une vie meilleure. Elle aimerait ouvrir un petit commerce, avoir des enfants, mener une existence normale. Mais cela, son mari s'efforce de l'ignorer. Si je lui avais demandé au début, elle n'aurait jamais accepté. Je ne parle pas aussi bien qu'elle. Qu'est-ce que je peux faire? C'est lui l'homme. Il faut bien que j'accepte. Shu Juan sait que tant que le public continuera à affluer, son mari s'accrochera obstinément à son rêve. Or, chaque soir, le public est au rendez-vous, plein d'attentes, avide d'entendre de belles histoires.
Chaque soir au deuxième acte, Shu Juan incarne la femme qui attend, acculée par l'insolent conseiller à la cour. Ce qui vaut à la malheureuse toutes sortes de complications. Chaque soir, cette scène provoque l'hilarité du public, qui ne se doute pas un seul instant combien la fiction est proche de la réalité. Nous reprenons la route vers Shanghai. Li est toujours de bonne humeur. Le spectacle de la veille lui a rappelé l'époque où il était lui-même chanteur d'opéra. Il avait vraiment une très belle voix. Il était très bon. Ouais, c'est vrai. Et je sais toujours chanter. Je peux. Vous n'y connaissez rien, mais je suis toujours bon. Ces opéras sont magnifiques parce qu'ils sont remplis d'émotions et qu'il y a toujours une histoire d'amour. C'est vrai, il y a toujours des émotions qui passent entre les gens. Coco se trouve à présent à la périphérie de Jin'an, la ville où sa mère vit. Elle ne sait toujours pas exactement comment l'aborder. Ling Ling fait ses courses au marché. Elle compte ouvrir son restaurant demain soir et doit se procurer ce dont elle a besoin aujourd'hui. Elle n'en revient toujours pas, mais elle y est arrivée. Elle a loué le garage et a pu le remettre à neuf. Quelques voisins s'occupent des finitions sous les regards des badauds. En travaillant quelques heures de plus, on aura fini d'ici demain. Ling Ling sait par sa mère que Coco arrive demain et elle veut s'assurer que tout sera prêt d'ici là. Quitte à travailler toute la nuit. Prière du matin au monastère de Jin'an, juché sur une montagne à l'extérieur de la ville. Plus de 40 moines ont réinvesti les lieux depuis le milieu des années 90. C'est à cette époque en effet que le gouvernement chinois a commencé à assouplir ses lois contre la pratique du bouddhisme. Ling Ling est venue prier ici pour que ses affaires soient prospères et surtout que les retrouvailles avec Coco se déroulent bien. Cette fois, peut-être même que sa fille restera. Pour moi, le bonheur, c'est d'avoir une famille unie et de ne pas avoir de soucis. Coco est arrivée à Jin'an, la ville où elle est née, mais où elle n'a jamais vécu. Elle veut d'abord rendre visite à sa grand-mère. Elle est toujours restée en contact avec elle et lui fait confiance. Coco ne lui en a jamais voulu d'avoir grandi dans une famille adoptive. Et la situation était pénible pour la grand-mère aussi. C'est ma petite fille, après tout. J'ai toujours voulu m'occuper d'elle. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Depuis que je sais qu'elle va venir, je ne dors plus. C'est moi, grand-mère.
Ne pleure pas, grand-mère. Je me fais tellement de soucis pour toi. Tous les jours. C'est dangereux, la grande ville. À chaque fois que je pensais à toi, je me mettais à pleurer. Qu'est-ce que tu as maigri, ma petite? Oui, j'ai perdu beaucoup de poids depuis que je vis en ville. Comment ça va, grand-mère? Oh, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que cette fois, tu restes ici. Mais j'ai besoin de travailler, grand-mère. Et à Shanghai, je peux gagner bien plus qu'ici. Tu trouveras du travail ici. Oui, peut-être. Mais à Shanghai, je peux apprendre plus de choses, vivre plus d'expériences. Je peux retourner à l'école si je veux. C'est bien plus difficile de faire tout ça ici. Alors je me ferai encore du souci pour toi. Je sais, grand-mère, mais je peux venir vous voir toutes les deux chaque année. Coco, je sais que tu vis mieux à Shanghai. Mais tu ne peux pas nous oublier, nous qui sommes ici. Et il est très important que tu parles à ta mère. Je veux voir ce qu'elle fait, ma mère, et comment elle va. Bien sûr, j'espère qu'elle va bien. À présent, Ling Ling n'a plus qu'à attendre. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour montrer à Coco qu'elle avait sa place ici. Et elle est fière d'avoir retapé l'ancien garage. Ah, tu es là. J'ai presque terminé. C'est ce soir l'ouverture? Assieds-toi, s'il te plaît. Mais après les premiers échanges, Coco ne trouve plus ses mots. Elle ne sait pas par où commencer. Tu as quelque chose à dire? Eh bien, dis-le, s'il te plaît. Je pense que je vais rentrer à Shanghai demain. Tu ne peux pas rester un peu? Pourquoi? Quand je t'ai donné, j'étais encore presque une enfant. Comme toi maintenant. Je n'ai pas pu te garder. Essaie de le comprendre, s'il te plaît. Tu sais comment ça se passe ici en province, quand on a un enfant et qu'on n'est pas marié. Et puis je n'avais pas d'argent pour te nourrir. Je n'en avais même pas assez pour subvenir à mes propres besoins. Quand j'étais petite, tout le monde me montrait du doigt. Elle n'a pas de mère. Tous les enfants avaient quelqu'un qui venait les chercher à l'école quand il pleuvait, sauf moi. Je rentrais toujours seule, trempée jusqu'aux os. C'est pour cela que je les ai laissés tous autant qu'ils étaient et que je suis partie en ville. Je voulais prouver à tout le monde que je n'avais pas besoin d'une mère, que je pouvais me débrouiller seule pour qu'on ne me méprise plus. Les retrouvailles s'avèrent difficiles après toutes ces années et ne sont qu'un demi-succès. Mais en fin d'après-midi, Coco promet de rester pour l'ouverture du restaurant. La fête se déroule comme prévu. Ling Ling essaie de profiter de la soirée, mais elle sait maintenant que son vœu ne se réalisera pas.
Coco ne restera pas ici avec elle. Elle veut retourner à Shanghai cette nuit même. Après tout, cela n'a jamais été vraiment chez elle ici. Avant de partir, tu dois me promettre de me contacter. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Et de revenir pour la fête du printemps. Il y a tellement de gens qui voulaient te voir. Et ils t'ont à peine parlé. Tu es arrivé aujourd'hui et tu repars déjà. N'en parlons plus. Même si Coco repart 7 fois encore, le premier pas vers la réconciliation a été franchi. Jiang et Li sont arrivés. Les voilà à Shanghai, la grande ville, qui plus que tout autre symbolise le nouvel essor de la Chine. Ils partent à la découverte de la mégapole de 17 millions d'habitants, où les vélos ont cédé la place à une circulation automobile intense. C'est une ville qui a ses propres règles. Et comme Jiang et Li s'en aperçoivent, il faut un peu de temps pour s'y habituer. Mais ils ne se découragent pas pour autant. D'ailleurs, où que l'on aille dans cette ville, il y a toujours de nouvelles choses à voir. Tours de verre et d'acier, affiches publicitaires omniprésentes, les habitants de Shanghai ont un appétit insatiable pour le luxe et le mode de vie occidental. Les filles portent de très beaux vêtements. Regarde. Il est bien moins gros que ceux que nous avons, il est tout plat. Nos deux amis aiment emprunter les escalators une fois qu'ils s'y sont habitués. Et puis, cela a l'avantage d'être gratuit, contrairement aux produits onéreux exposés dans les vitrines des magasins. Je trouve que celle de droite est plus jolie. Mais elle n'a même pas de visage. C'est magnifique. Et tellement grand. Mais tout est bien trop cher. Il n'y a que les gens très riches qui peuvent acheter tout ça. Oui, c'est vrai. Les gens comme nous ne peuvent rien acheter ici. Mais heureusement, ils ont assez d'argent pour réaliser un autre rêve. Prendre le Transrapide, le train à grande vitesse. Li a lu un article à ce sujet dans le journal. Il est vraiment rapide. C'est le train le plus rapide au monde, mon vieux. Au moins 3 fois plus rapide que les anciens trains. Il va plus vite qu'un avion. Li et Jiang ont trouvé une chambre pour la nuit dans l'un des rares hôtels bon marché de Shanghai. Ils veulent se reposer un peu. La grande ville est épuisante. Tandis que Li prépare soigneusement son matériel photo pour demain, Jiang compte ses médailles de la guerre de Corée, comme chaque soir. Elles sont aussi importantes pour lui que l'appareil photo l'est pour son ami. Cet appareil est vraiment la chose la plus importante dans ma vie. Un Anglais me l'a donné il y a plus de 60 ans en échange d'un buffle. Un appareil comme celui-ci valait plus de 70 pièces d'argent à l'époque. Je n'ai dû m'en séparer qu'une fois, pendant la Révolution culturelle. Ils me l'ont confisqué, mais j'avais enlevé l'objectif et je l'avais caché dans une valise.
Ils ne connaissent rien aux appareils photo. Je l'ai récupéré 2 mois plus tard et depuis, je prends des photos tous les jours. Jiang connaît déjà toutes ces vieilles histoires par cœur. Il préférerait voir Shanghai by Night. Ricky, un étudiant, travaille à mi-temps comme concierge à l'hôtel. On aimerait bien sortir. Vous pourriez nous indiquer quelques adresses? Qu'est-ce que vous avez déjà visité? On a déjà vu pas mal de choses. À votre place, j'irai au Paramount. C'est une grande boîte de nuit qui propose toutes sortes de spectacles. Cabaret, music-hall, comédie musicale. J'y travaille de temps en temps. Je vais vous écrire l'adresse et mon nom aussi au cas où. Votre nom de famille est Lee aussi? Comme presque tout le monde. Bon, on y va. À bientôt. Shanghai, surtout la nuit, est redevenue ce qu'elle était dans les années 30. Une fenêtre sur l'Occident et un haut lieu de divertissement. Le Paramount fait partie de ces anciens dancings datant de l'âge d'or de la ville. Dans les années 30, Jiang et Lee étaient encore tout jeunes et Shanghai, une métropole malfamée synonyme de décadence envoûtante. Tard dans la soirée, Ricky, le concierge de l'hôtel qui les a envoyés ici, fait son apparition. Ricky danse depuis qu'il est enfant. Le tango est sa grande passion et une tradition au Paramount, tout comme les autres danses de salon occidentales. Ricky ne danse pas uniquement pour le public, mais aussi pour son plaisir. Il rêve de participer un jour à un concours de tango, peut-être même à un championnat mondial. J'espère que je pourrai réaliser mon rêve. Je m'entraîne tous les jours pour cela. Je suis en première année de l'Académie nationale de danse. Je paie mes études en travaillant comme concierge. C'est dur, mais ça en vaut la peine. J'adore danser pour le public, être en représentation. Ce sont des moments où je me sens vraiment heureux. Fatigués de leur longue journée, Lee et Jiang en ont vu assez pour ce soir. Aussi décident-ils de partir après avoir fait un tour rapide des lieux. Et puis, Lee doit montrer à Jiang les lumières de la ville. C'est d'ailleurs ce qu'il a mis en avant pour convaincre son ami de venir ici. Comme je te l'ai dit, ça s'illumine quand la nuit tombe. C'est vrai, la tour de télévision est toute illuminée. La ville est vraiment magnifique la nuit. Même les bateaux sont éclairés. Il faut que vous nous encouragiez un peu pour qu'on sourie. Mais le photographe cherche à gagner rapidement quelques yuan. Quel type d'appareil avez-vous? C'est un appareil numérique de marque américaine. La photo est prête en 1 minute et elle est parfaitement nette. Pour un professionnel comme Lee, le résultat n'est pas si impressionnant que cela. Il considère la photographie comme un art, pas comme une technique qui doit prendre le moins de temps possible. Il y a une chose à laquelle ils ont pensé toute la journée et qu'ils doivent absolument faire maintenant, appeler chez eux, comme promis. Tout se passe bien ici. Nous sommes en bonne santé. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, c'est magnifique ici. Surtout la nuit. Rien d'autre à signaler. Et la moisson, comment ça va? Est-ce que le riz est sec? Tout va bien, disent-ils au fils de Jiang. Ils rentrent chez eux après-demain. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour eux.
Le lendemain, ils sont à la grande fête foraine de Shanghai, nichée entre les gratte-ciel du centre-ville. Voilà encore une attraction qu'ils ne pouvaient pas manquer. Je suis sûr qu'on a le vertige quand on monte là-dedans. Oui, mais on peut voir tout Shanghai d'en haut. C'est trop haut pour moi. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas trop haut. C'est plus haut que notre maison AK. C'est trop dangereux pour moi. Ce n'est pas dangereux. Tu as toujours voulu prendre l'avion, non? Et un avion vole bien plus haut que ceci. Bon, d'accord. C'est comme être assis dans un avion. Il y a même des barres, donc tu ne pourras pas tomber, il n'y aura pas de problème. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Tu vois comme c'est merveilleux? Oui, tu as raison. Regarde là-bas. Derrière ces montagnes, ce doit être Fujian et notre vallée. Non, je pense que c'est par là. Ou peut-être là, derrière. Tu as raison. Ça pourrait bien être là-bas, derrière ces montagnes. Après avoir passé 3 jours à Shanghai, il est temps pour Jiang et Li de prendre le chemin du retour. Coco est rentrée chez elle. Tu dois le tenir comme ça, en étant complètement détendu. Li veut prendre une dernière photo de son ami à Shanghai. Une belle photo, comme il en a toujours fait. Non, ne lève pas le bras. Bien. Maintenant, souris et tourne la tête à gauche. Souris. Et voilà. In a world full of people, you can lose sight of it all. In the darkness, who inside you make you feel so small. But I see your true colors shine. Il y a 10 millions de personnes, à la Massif, qui croient en la solidarité et peuvent bénéficier d'une assurance dépendance pour vivre le plus longtemps possible à leur domicile, proche de ceux qu'ils aiment. Massif, la solidarité est une force. Bon, nous avons un problème. Nos cadeaux pour les jeunes actifs, ça ne marche pas. Si, ça marche. Start Jeunes Actifs CIC, un livret à 6% pour bien démarrer. Non, soyez gentils, posez ça. CIC, parce que le monde bouge. AXA s'engage à vous dépanner en moins d'1 heure, où que vous soyez. Sinon, AXA vous rembourse 30 €. AXA, réinventons notre métier.
Calcutta est l'une des 4 plus grandes villes de l'Inde. Elle est coupée en deux par la rivière Hooghly et ne connaît jamais une minute de calme. Jusque dans les années 80, seul le pont Dora relie les deux rives. Il était surchargé de jour comme de nuit. Dans les années suivantes, la ville se décide enfin à mettre en place un service régulier de ferry. Construite sur les rives d'un des plus grands deltas du monde, l'eau est le seul moyen de désengorger cette ville, perpétuellement au bord de l'asphyxie. Nikhil Jana est l'un des pilotes qui sillonnent l'Hooghly. Il assure le trajet entre la gare Dora et le quai de Babughat, au cœur de la cité. Aujourd'hui, 40 ferries travaillent en ville et une centaine d'autres dans le delta. Mais pour un trafic de plus de 12 millions de passagers par an, ce nombre est encore largement insuffisant. C'est un travail fatigant, mais j'aime vivre sur l'eau. J'aurais même aimé travailler en mer, mais là-bas, il n'y a pas de travail. Ici, au moins, je suis loin des embouteillages. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de ferries. Durant le pèlerinage, ça va être la pagaille. Je prends le ferry tous les jours pour aller au travail. C'est plus rapide et moins polluant que les bus. Les places sont chères et l'espace vital très réduit. Mais pour les habitants de Calcutta, tout vaut mieux que les interminables embouteillages du pont Dora. Depuis près de 20 ans maintenant, le ferry fait partie intégrante du paysage urbain. Et d'après Anil Roy, patron d'un chantier naval, ce mode de transport a encore un bel avenir. Une ville comme Calcutta doit utiliser les possibilités du delta. C'est une voie de communication indispensable. Regardez, avec le pèlerinage de Sagar, la ville va être privée de 20 ferries. Il est urgent de construire de nouveaux bateaux, aussi bien pour les passagers que pour les marchandises. J'ai déjà fait des plans pour des bateaux mixtes à double pont. Nous avons de l'expérience. On exporte même nos ferries au Bangladesh. Tous les ans, vers le 15 janvier, Calcutta se gonfle d'1 million de personnes supplémentaires. Ce sont les pèlerins en route pour Sagar. Moi, j'ai conduit tout un village ici. Ils viennent de l'Orissa. Je n'irai pas me baigner tellement je suis fatigué. On doit se baigner le soir de la pleine lune. C'est ça qui lave l'âme de tous ses péchés. Ensuite, j'irai à Bénarès. C'est sur la petite île de Sagar, au large du delta, que les hindous fêtent le mariage des eaux du Gange avec l'océan, la nuit de la pleine lune. Certains pèlerins ont traversé l'Inde, mettant souvent plus de 8 jours à rejoindre les rives de l'Hooghly. Le ferry de Nikhil a été réquisitionné par la ville pour le transport des pèlerins jusqu'à Sagar. Dans 2 jours, Nikhil ira stationner son ferry à l'embouchure du delta, au port d'Ardoud, point de départ vers l'île. Par ailleurs, une cinquantaine de bus, réquisitionnés eux aussi, assurent les liaisons quotidiennes entre Calcutta et Ardoud. Il faut compter 3 bonnes heures de route. Dès les premières heures du premier jour du festival, c'est la cohue sur le quai. La police et même l'armée ont été mises en état d'alerte. Pendant les 3 jours du festival, 20 ferries de Calcutta
assureront les navettes continent Sagar. C'est un flot ininterrompu d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux, de citadins et de villageois qui prend les ferries d'assaut. Nikhil est attentif à chaque embarquement. Son ferry ne peut accueillir plus de 300 personnes. La plupart des pèlerins n'a jamais mis les pieds sur un bateau. Presque personne n'a vu la mer. Le trajet jusqu'à l'île ne prend qu'une trentaine de minutes. À cette époque de l'année, cela ne présente pas de danger particulier. Ce sont plutôt les passagers qu'il faut surveiller. Nikhil doit pouvoir faire face à l'inattendu avec les moyens du bord. Nous n'avons pas de radio à bord. En cas de problème, nous comptons sur l'aide des autres ferries alentours. Nous les avertissons par signaux visuels dans la journée et la nuit, nous utilisons nos klaxons. Plus on approche de Sagar, et plus la ferveur est grande parmi les pèlerins. Il est arrivé que certains se jettent même à l'eau en un geste d'ultime dévotion. Je viens tous les ans au pèlerinage pour mon plaisir. Je suis journaliste et je trouve que c'est un spectacle inoubliable. Ces milliers de gens très pauvres, pour la plupart, font des kilomètres et des kilomètres pour se baigner dans la mer. Venir à Sagar est un grand acte de foi pour eux tous. Ganga Sagar est un lieu vraiment sacré. Quand on se baigne ici, on renaît pur comme un dieu. Je viens aussi pour faire une offrande au temple. C'est le seul moment de l'année où l'on peut y aller. Le premier jour, ils sont déjà plus de 400 000 à envahir le gigantesque campement dressé sur la plage. Aux abords du temple, c'est de la folie. Chacun veut déposer une offrande au pied de la déesse, au risque d'être piétiné ou étouffé. La déesse Ganga, la déesse du fleuve, est venue ici pour ressusciter les fils du roi de Sagar, le roi de l'océan. Ils avaient tous été brûlés par un démon. Ici, c'est un lieu de renaissance. Après la bousculade autour du temple, c'est la ruée vers le bain sacré. La baignade a commencé à 4 heures du matin. Elle se poursuivra jusqu'à la nuit. Le mois de janvier est l'un des plus froids dans cette partie du sous-continent. La température de l'eau ne dépasse pas les 7 degrés. Pourtant, ni le froid ni la